Il y a un problème de son, je crois. Oui, Oui. oui, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas si tu as Non, parlé. j'ai eu un souci de son. C'est bon. De toutes les façons, c'était lisible et clair, hein. Donc, C'est j'ai ça, donné oui. le parcours. Le parcours, je vais le mettre en PDF pour les gens qui veulent le consulter, hein. Donc, je vais te céder la parole tout de suite pour permettre aux gens de pouvoir suivre ta présentation. Alors, c'est à toi, René. D'accord, je partage l'écran. Est-ce que c'est bon là? Voilà. C'est bon, hein? C'est bon? Oui, Voilà. c'est bon. OK. Parfait, très bien. Écoute, merci. Je suis toujours un peu gêné avec ce genre d'introduction, mais bon, ça m'a quand même rappelé des bons souvenirs, et notamment avec Boston, où j'ai vu les images donc, du New Inco, celui qu'on appelait le New Inco, New England College of Optometry, qui a maintenant été rebaptisé avec un acronyme un peu plus court qu'on appelle le NECO. Voilà, c'est assez marrant. Puis on voyait derrière la Charles River. Et puis, ça me faisait penser qu'en face, il y avait le MIT, institution également assez prestigieuse, j'ai connu dans le monde. Voilà. Donc, c'était des bons souvenirs de voir Boston à la belle époque où tout est fleuri, où il y a des arbres. Et c'est quand même une ville, enfin, comme il est dit par certains, c'est la plus européenne des villes américaines. Voilà, donc ravi de vous retrouver toutes et tous pour cette dernière ligne droite. C'est vrai qu'on aurait pu en faire plusieurs autres, mais bon, il faut quand même mettre un terme à tout ça, on va dire. Et puis, donc, une troisième partie qui va continuer et prolonger ce qu'on avait fait donc les autres fois. Comme à l'accoutumée, ah pardon, il faut que je mette en plein écran, excusez-moi. Voilà, comme à l'accoutumée, bon, ben, il est habituel de faire sa déclaration d'absence ou de présence de conflit d'intérêt. Pour ma part, il n'y en a pas donc à cette époque-ci, et donc cela est dit. Alors, ce qu'on avait vu déjà précédemment, c'était notamment les concepts pour prévenir, éviter, freiner, enfin, tout ce qu'on essaye de faire pour aller à l'encontre de la myopie. Et on s'était attardé la dernière fois sur tout ce qui était équipement en verre de lunettes, du plus classique, du plus humble, mais bon, simple foyer, qui ne fait que compenser, mais qui ne traite en aucun cas, qui ne freine en aucun cas, jusqu'à des systèmes beaucoup plus sophistiqués, qui ont vu d'ailleurs le jour récemment en France, et ça va continuer. Donc, on aura pas mal comment dire, de retours, et on saura comment ça peut fonctionner. Néanmoins, on doit croire, bien sûr, toutes les recherches qui ont été faites. Vous avez vu que la dernière fois, donc, tous les documents, tout ce qui était dit s'appuyait sur des recherches. Ce sera la même chose pour cette fois-ci. On va s'attarder sur les lentilles de contact, d'une part, elles sont multiples, et puis sur d'autres systèmes également qui sont existants. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par les lentilles, et notamment par les lentilles rigides perméables au gaz. On a l'habitude parfois de dire perméable à l'oxygène, mais bon, c'est un mot qui est un peu édulcoré, et ce n'est pas le terme de la nomenclature internationale. C'est bien rigide, perméable au gaz, comme ou en anglais RGP. C'est perméable au gaz. C'est vrai que le mot oxygène est beaucoup plus porteur, et notamment quand on en parle aux patients. Alors, on doit bien sûr parler des lentilles rigides unifocales. On a tous connu, enfin pour les gens qui ont un peu plus de métier et de recul, dont je fais partie, on a connu le PMMA. Effectivement, c'était un matériau royal parce qu'il était stable, etc. Et comment dire, très sécuritaire aussi, mais il avait un gros inconvénient, c'est qu'il n'avait aucune oxygénation, aucune transmissibilité à l'oxygène. Donc cette fois, on a continué donc à faire des progrès, et donc on utilise maintenant couramment des lentilles rigides perméables au gaz avec des dégâts qui sont très importants et qui permettent même de faire du port nocturne. On aura l'occasion donc d'en reparler dans un petit moment. Et du coup, le PMA a été abandonné, voilà, parce qu'il avait des belles propriétés, comme je le disais au début, mais un inconvénient majeur. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des lentilles unifocales pour la myopie? Pour la compenser, bien entendu, c'est toujours une bonne chose, parce que si on regarde
en termes notamment d'image rétinienne. C'est le fait peut-être le plus marquant. L'image rétinienne est améliorée, donc on a déjà vu ça la dernière fois aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Par contre, est-ce que ça peut, comment dire, traiter, entre guillemets, freiner l'évolution myopique? C'est quelque chose qui est beaucoup plus discuté et qui est même très controversé. Alors, on trouve des chiffres, j'ai noté, voilà, et puis j'ai mis des points d'interrogation devant et derrière, hein. Voilà, certains disent que ça réduit la progression, ça va de 12 à 25%. Mais bon, ces chiffres, et notamment le deuxième, est très controversé parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques comme on les fait maintenant et qui permettent donc d'affirmer des choses de manière un petit peu plus, je dirais pas péremptoire, mais plutôt certaine. D'accord? Alors, ça peut être un dépannage clinique, oui, ça peut être un bon dépannage clinique parce que si vous n'avez rien d'autre, aucune possibilité, ben c'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'avec les lentilles, vous améliorerez quand même, je le disais, l'image rétinienne. Ça va remettre également un peu plus sur les rails le système accommodatif et de convergence. Ça va également créer des stimulations au niveau de la rétine centrale et surtout de la rétine périphérique, donc créer un rééquilibrage. Et c'est pour cette raison que les lentilles avaient, enfin ce type de lentilles avait quand même un intérêt et peuvent en conserver un si toutefois on n'a rien d'autre comme possibilité pour des questions X, Y ou Z et peut-être, comment dire, d'accès aux lentilles et ou économique. Je ne sais pas comment on doit dire toutes ces choses-là. Alors après, on arrive très rapidement, vous voyez ici, sur l'orthokératologie. L'orthokératologie, qui est une technique qui est très ancienne, hein, qui est née dans les années 60 et qui s'est beaucoup développée et qui a vu en fait trois grandes phases. Je vais en reparler dans un petit moment. Ce qu'il faut rappeler, c'est le mécanisme de compensation, d'accord? Alors les lentilles de contact, les orthoca, sont faites pour gommer en quelque sorte une myopie, d'accord? Pour la compenser. Est-ce que ça va la freiner? Ou du moins, est-ce que c'était un effet qui était prévu? Non, au départ, on ne pensait pas à cette chose-là. Et puis vous allez voir que ça a changé puisque maintenant, on s'appuie sur le concept d'orthoca pour non seulement donc compenser, mais également contenir une myopie. Alors c'est intéressant, il est intéressant de rappeler qu'il s'agit d'un remodelage de la surface épithéliale sans modification significative du stroma antérieur, ce qui n'était pas le cas quand c'était fait de manière drastique autrefois. Et donc il n'y a pas d'impact clinique sur la cornée et sur sa physiologie. Pas d'œdème épithélial, pas d'œdème stromal. La composition des kératocytes n'est pas bousculée, n'est pas renversée et l'endothélium ne souffre pas non plus de ce type d'utilisation. Alors l'orthokératologie, là aussi je ne l'ai pas noté, mais ce sont des lentilles que l'on porte la nuit, voilà, et qu'on retire le jour, puisque le remodelage a fait que la compensation est présente. Alors un petit peu d'historique, c'est vrai que je le disais autrefois, autant ancien comme on pourrait le dire, eh bien on faisait de l'aplatissement cornéen. Alors c'est effectivement une technique qui était drastique et qui n'est plus recommandable, d'accord? Et heureusement qu'on ne fait plus cette chose-là, mais bon, faute de moyens à une époque, enfin, faute d'autres moyens, et notamment donc de ces lentilles modernes en termes de matériaux, très perméables évidemment, qui permettent de faire du port nocturne, et puis également en termes de fabrication, avec une technologie nanométrique. Donc ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on fait vraiment du sur-mesure, on fait vraiment tout ce que l'on veut, et ça va très très loin. Là aussi, on en reparlera. Donc les choses ont considérablement changé. Il n'empêche qu'au début, certains, certains que j'ai appelés les précurseurs, qui étaient des Chinois et puis les Romains, posaient des sacs de sable la nuit sur les yeux pendant qu'ils dormaient, ou certains mettaient des galets avec un ruban pour que ça fasse une sorte de compression sur les yeux. Et c'est ainsi que, bah, oui, là, il y avait une modification qui était plutôt du style drastique, hein. Voilà, on aplatissait l'œil, donc du coup, globalement, la cornée et l'œil pour en réduire l'axe antéro-postérieur, ce qui fait que, eh bien, au petit matin, les Romains, certains, affublés de myopie, pouvaient revoir correctement. Donc, ils n'étaient pas si fous que ça c'est une petite référence pour celles et ceux qui aiment donc les bandes dessinées.
Donc, le mécanisme, c'est bien un remodelage. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été notamment développées par notre consoeur, Hélène Schwarbrick, qui est optométriste et chercheuse donc en Australie. C'est vraiment quelqu'un qui est une référence, une grande référence. Et donc, au début, on pensait qu'il s'agissait d'une migration centro-périphérique et donc qui participait, comment dire, à ce remodelage. Donc, on pensait que les cellules, voilà, parce qu'on appuyait dessus, elles allaient, comment dire, partir vers l'extérieur. OK. Alors, elle a fait les premières études donc, en 98, voilà, et donc en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait un amincissement central au niveau de l'épithélium, voilà, puisqu'il s'agit bien sûr, dans le cas de l'orthokératologie, de refaire du modelage épithélial et uniquement épithélial, d'accord, voilà, et puis qu'il y avait un épaississement de la moyenne périphérie. Et donc, du coup, ça a permis de, comment dire, de revoir un petit peu les choses. Alors, vous voyez que j'ai noté, il y avait une fausse croyance. On pensait qu'il y avait un déplacement, une migration, comme je viens de l'expliquer, de manière centrifuge, voilà. Et alors, je parle du myope essentiellement, bien entendu. Et en fait, ça se passe pas comme ça exactement. Et là aussi, ce sont les travaux d'Hélène Schwarbrick qui ont permis de mettre en évidence donc cette chose-là. Et en fait, il s'agit bien d'un aplatissement. Et ceci est logique d'ailleurs quand on regarde la physiologie cornéenne et quand on connaît bien donc toute la structure anatomique de cette cornée, on sait que les cellules ont des jonctions très serrées, les fameuses tight junctions, d'accord. Et donc, du coup, comme ces jonctions sont très serrées, c'est difficile de rendre ces cellules malléables finalement et de les déplacer vers la périphérie. Donc, maintenant, on sait qu'il s'agit bien d'un aplatissement, bien sûr, qui est très léger parce que ça se passe de l'ordre de dizaines de microns, hein, à peu près 30 microns pour 3 dioptries, si vous voulez, de myopie, de concave. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui se fait de manière extrêmement subtile. D'accord. Voilà. Donc, on a de bonnes idées maintenant sur la façon dont ça se passe. Ça sera simplement à lire si vous le souhaitez par la suite. Voilà, c'est quelque chose qui vous donne donc des informations sur l'orthokératologie. Alors, chemin faisant, on a fait de l'orthokératologie et puis on s'est aperçu que les myopes équipés par orthokératologie, par ce système-là, avaient des myopies qui étaient stabilisées. Alors ça a été une trouvaille et parce qu'on ne s'y attendait pas. L'idée, c'était de, comment dire, de stabiliser une myopie, mais bon, pas vraiment de dire, ben, j'utilise ce moyen-là pour pouvoir freiner une myopie. Alors que maintenant, eh bien, on part de ce principe-là. On dit, vous avez une myopie évolutive, ah ben, je peux la freiner, je connais un système qui s'appelle l'orthoca, et donc je peux faire cette chose-là. Okay. Alors, comment ça se passe? Il y a une accentuation de la courbure de la cornée en semi-périphérie qui va induire donc une puissance périphérique. Je ne sais pas si vous voyez venir, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a raconté et tout ce qu'on sait, et donc une puissance qui est relativement importante, et cette puissance relativement importante induite va aller à l'encontre de la fameuse défocalisation hypermétropique périphérique. Donc, ce convexe qui est introduit comme ça va créer la défocalisation périphérique myopique et donc, du coup, ça va aller à l'encontre de l'évolution de la myopie et donc, bien entendu, là aussi, de ce qui marche avec, c'est-à-dire l'allongement de l'axe antéro-postérieur. OK, voilà. Alors, certains orthokératologues, puis c'est un nouveau terme qu'on trouve maintenant également dans la littérature, pensent que des pupilles plus grandes, donc des gens qui ont des prédominances donc sympathiques, permettent une meilleure défocalisation. On pourrait dire effectivement, si la pupille est plus grande, des rayons lumineux passeront mieux en périphérie et iront mieux à l'encontre de la défocalisation hypermétropique périphérique. Alors, il y a peut-être une explication là-dessus, mais moi j'ai préféré noter, ce n'est probablement qu'une partie de l'explication, ce n'est pas tout. Ceci explique également le fait que au tout début, voilà, j'ai marqué ici prédominance sympathique. Parce que là aussi, quand on fait son choix pour s'occuper d'un myope, on essaye donc de regarder tous les éléments. J'en ai parlé la dernière fois, vous vous souvenez, hein, en disant il faut aussi regarder donc la taille pupillaire pour savoir s'il y a une prédominance ortho ou parasympathique. OK.
Voilà. Alors, par rapport à cette, comment dire, ce rôle et l'impact, voilà, je vous ai sorti ici un article, j'ai retrouvé un article qui a été publié dans OVS, qui est vraiment un journal de référence dans le monde de l'optométrie. Mais bon, tout le monde publie, mais essentiellement donc des chercheurs et des optométristes, mais aussi des ophtalmologistes, enfin tous les gens qui ont des publications, comment dire, sérieuses, peuvent publier dans ce journal à référer. Et en ce qui concerne donc l'impact du diamètre pupillaire sur, comment dire, la longueur axiale avec l'utilisation de l'orthokératologie, oui, que j'ai simplement encadré ici, oui, speculate. Alors on suppose, d'accord, voilà, qu'il peut y avoir un rôle, mais bon, on ne sait pas encore tout ça et on le verra un petit peu plus tard. D'autres hypothèses également pour encore améliorer donc l'utilisation des lentilles d'orthokératologie pour lutter contre la myopie, c'est de dire ouais, si on modifiait la position de la zone optique. Alors ça a été fait, bien sûr, ça a été testé et des publications ont été faites là-dessus. J'en ai cité une également, voilà, et qui compare donc le fait que les lentilles soient centrées ou décentrées. Ok, voilà. Et là évidemment il y a, comment dire, à prendre et à laisser parce qu'on imagine bien qu'une lentille centrée, enfin, quand on veut décentrer une lentille, il y a le risque après de créer peut-être certaines complications telles que c'est noté ici, voilà, avec des éblouissements et des effets un peu fantômes, d'accord, des images un peu dédoublées. OK, voilà. Par la suite également, on a pensé que l'orthokératologie, c'était bien. Il y avait un effet inattendu de défocalisation, enfin, à l'encontre de la défocalisation hypermétropique périphérique, donc parfait, très, très bien. Et puis, pour les gens qui ont des approches très, très fonctionnelles, dont je fais partie, il y a un truc qui manquait quand même, c'est de dire, bah oui, mais on s'occupe de la vision loin pour compenser la myopie, on s'occupe donc d'aller à l'encontre de la défocalisation hypermétropique périphérique, mais que fait-on pour la vision de près par rapport au fait qu'on considère qu'un myope est quelqu'un qui a acquis une myopie ou qui développe une myopie parce qu'il y a un déséquilibre entre vision centrale, entre vision de près et vision de loin. Hein. Vous vous souvenez de la fameuse phrase que je cite toujours, la myopie est un problème de vision de loin et pas un problème de vision de près. Évidemment, c'est toujours une caricature. Alors du coup, ça a fait penser que on pouvait peut-être faire également des lentilles d'orthoca multifocales. Alors, comment dire, versus par rapport au fait qu'on utilisait jusque-là des lentilles plutôt conventionnelles. Alors, l'idée est née également du fait que quand on utilise des lentilles multifocales, eh bien, et notamment les lentilles souples, je vais en reparler dans un petit moment, on s'aperçoit que ça peut être bénéfique pour l'évolution, pour aller à l'encontre de l'évolution d'une myopie. Alors, je crois que là, on est en train d'avancer d'un grand pas, on a avancé un grand pas avec ces fameuses lentilles d'orthokératologie multifocales. Non seulement on compense la vision de loin, on va à l'encontre, je le répète, de la défocalisation hypermétropique périphérique et on s'occupe également d'un effet convexe pour la vision de près. Donc du coup, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, il n'est pas encore précisé, pas encore bien clair si la multifocalité est faite pour équilibrer la vision de près, comme comment dire, j'en rêve en fait, voilà, ou si c'est parce que ça permet de renforcer la défocalisation myopique que l'on veut créer en périphérie. Là aussi, c'est quelque chose qui va avancer donc dans le futur. Un article également pour illustrer donc cette chose-là que vous pourrez regarder tranquillement à tête reposée pour voilà. Pour avoir un peu plus d'informations sur ce type de lentilles, voilà donc également quelques images ici, où on voit bien sûr ici une partie centrale, puis après on voit ici une zone de traitement, la zone TZ qui est dans cette couronne, si vous voulez, voilà, et la zone donc dite de traitement. Donc l'addition est 2,50. C'est assez curieux de voir cette addition parce que elle est forte, évidemment. C'est une sorte de suraddition, comment dire, comme on le dit dans notre jargon optométrique. Hein, c'est pas une addition d'équilibration, c'est une addition de rééquilibration. Mais là aussi, je crois avoir, comment dire, parlé, peut-être disserté un peu sur cette chose-là, en disant qu'une addition, donc une suraddition comme ça, pour moi, a du sens par rapport à la défocalisation, enfin, par rapport au problème de défocalisation périphérique.
OK? Voilà donc comment ça se présente et donc les images fluo évidemment qui changent par rapport à quelque chose de classique, sur lequel je ne me suis pas attardé tout à l'heure, mais je peux y revenir donc rapidement. Voilà, ça c'est l'image hyper classique où on traite la zone centrale, voilà, et puis après on sait qu'on a cette couronne fluo parce qu'il y a une inversion donc au niveau du bord de la lentille, hein, puisque la lentille de rayon très plat, puis d'un coup après on va cambrer. Là c'est la zone, comment dire, de stabilisation un peu, hein, d'accord? Et puis ici vous avez la zone donc de dégagement. Et donc retenez cette image pour repasser à la suivante que je vous montre ici maintenant. Voilà, et vous voyez que, bah oui, là, ça a quand même considérablement changé. Et on voit qu'il y a quelque chose donc de nouveau qui a été introduit, ne serait-ce qu'en regardant l'image fluo. Toujours en lentille rigide, il existe également donc d'autres lentilles qui sont relativement récentes, fabriquées par Pressylens, un laboratoire français bien connu, deux lentilles qui s'appellent pré-amyopiques et amyopiques. Alors, ce sont des lentilles rigides qui sont conçues, vous le voyez une fois de plus, pour aller lutter contre la défocalisation hypermétropie périphérique, donc créer une défocalisation myopique, hein, voilà, dans cette région qui est ici, région donc on va dire péri-paracentrale et en direction ici de l'équateur. Le design est assez particulier parce qu'il repose sur un gradient de puissance, mais bon, finalement, c'est pas étonnant. Vous avez une partie centrale donc qui va compenser la myopie et après on augmente la puissance de sorte que ici les rayons soient focalisés ici sur la rétine. Alors, vous avez quelques images qui montrent cette chose-là. Il y a une particularité également dans cette lentille, c'est qu'elle a, comment dire, deux micro-réservoirs en périphérie que l'on devine ici, là et là, je ne sais pas si vous les voyez, et qui sont faits pour, comment dire, qui ont été créés pour notamment stabiliser la lentille sur l'œil, de sorte que le traitement, en quelque sorte, enfin que le rôle joué par cette, ce gradient de puissance, cette fabrication spécifique, puisse être optimale. D'accord? Ça n'a rien à voir donc avec, comment dire, le problème de compensation ou de contention de la myopie. Voilà, donc ça c'est intéressant également et c'est une alternative par rapport aux autres moyens que l'on va égrener bien sûr aujourd'hui. On passe maintenant donc toujours en lentilles de contact aux lentilles souples hydrophiles et lentilles bien sûr souples silicone hydrogel. Voilà. Alors, on va parler bien sûr des lentilles souples multifocales. Alors dans ce cas-là, il semblerait que si on a une prédominance parasympathique, donc des petites pupilles, d'accord, eh ben, ça puisse être un petit peu plus efficace. Alors comment cette idée est née? Ben, elle est née là aussi de manière un petit peu non conventionnelle, hein, voilà, puisque ben, on s'est amusé, enfin les adaptateurs, les optométristes se sont dit, et si on mettait des lentilles multifocales pour voir ce que ça donne. Évidemment, c'est un moyen assez iconoclaste, mais bon, ça a été essayé. Et finalement, on s'est aperçu également, un peu, comment dire, par surprise, parce que ce n'était pas vraiment le résultat attendu, que ça a marché. Et pourquoi ça a marché également? C'est parce que ça allait à l'encontre de cette fameuse défocalisation hypermétropique périphérique. OK? Voilà. Alors, il y a des études qui ont été faites. La plus connue, et je l'ai citée ici, c'est l'étude Blink. Voilà, c'est joli comme nom, hein, d'accord? Voilà. Donc, vous avez la référence ici. Elle a été faite donc avec une lentille Biofinity, la multifocale de Cooper Vision, qui a une vision centrale. Et elle a été faite donc avec les deux additions, l'addition haute, 2,50, et puis l'addition qui s'appelle médium, qui est à 1,50. Et vous voyez que eh bien, la freination de la progression a beaucoup mieux marché donc avec la forte puissance qu'avec la plus faible puissance. Alors évidemment, maintenant, on se dit, bah oui, c'est logique parce qu'on sait que pour pouvoir donc aller à l'encontre de cette fameuse problématique périphérique, il faut mettre des puissances relativement fortes. Vous voyez qu'on cite 2,50, 3, voire 4 dioptries. OK? Voilà. Et donc, dans ce cas, l'étude a montré qu'il y a une freination de la progression de 43% de la myopie, l'augmentation de la myopie. Et en ce qui concerne la longueur axiale, là aussi, il y a un effet donc, de freination de 36%.
Et donc, c'était fait sur un contrôle par rapport à des gens qui portaient des simples foyers sur 3 ans. Donc, vous voyez, c'est une étude qui est d'abord qui est relativement récente et puis qui est intéressante. Alors, pourquoi c'est intéressant également, même si on ne parle pas trop de ces choses-là actuellement, parce qu'il y a des moyens plus techniques, on va dire, hein, plus modernes, peut-être plus, il y a plus d'engouement avec des choses comme ça qui ont, comment dire, qui sont très prometteuses. Mais il faut retenir ce moyen-là parce que c'est un moyen hyper simple, hyper efficace, d'accord? Et là aussi, lorsqu'on a affaire à une problématique, et notamment, comment dire, économique, voilà, ça peut être une bonne solution également. Voilà, ça peut être une solution de secours, meilleure bien sûr que la première que j'ai citée, qui était les lentilles rigides, simple foyer. Mais alors là, effectivement, on peut se débrouiller et dire: «Bah, oui, je ne peux pas faire l'orthocat parce que c'est un coût relativement élevé. Je ne peux pas faire d'autres types de lentilles que je vais citer tout à l'heure, parce que le coût est élevé» et ben, peut-être que là, ça va pouvoir, fonctionner. Donc, il faut quand même retenir ça, avoir ça donc dans son esprit. Alors, on arrive bien sûr aux lentilles dont tout le monde parle actuellement parce que c'était, et à juste titre et pour des raisons qui sont relativement récentes également, enfin encore plus récentes, ce sont les lentilles spécifiques. Les lentilles spécifiques, alors tout le monde, je pense, connaît la lentille MySight One Day, qui est faite par Cooper Vision, qu'il intitulait au départ, donc avec un design à double focalisation, que l'on voit bien ici, hein, puisque vous avez une alternance ici. Alors, ça, c'est la vision centrale, puis après une vision de près, une vision de loin, pardon, une vision de près, une vision de loin et une vision. Alors, quand c'est sorti, moi, ça m'a rappelé la bifocale d'AcuVu, hein, d'AcuVu, voilà. Et donc, c'était bien exactement, enfin, c'est un principe qui ressemble énormément. Toujours est-il que le principe est également de créer ici, d'aller, comment dire, lutter contre la problématique et donc de faire une défocalisation myopique et qui est une défocalisation de l'ordre de 2 dioptries, ce que nous dit donc le fabricant. D'accord? OK, voilà. Alors, les études ont montré que la lentille était efficace et les premières études qui ont été faites donc sur, des sujets, comment dire? Alors la première étude, ça a été fait dans 5 centres, vous voyez? 2 en Asie, en Amérique du Nord, en Europe. Ça a été fait sur 3 ans et donc, les études, donc publiées par des gens évidemment qui sont, des chercheurs connus et reconnus de toute la communauté scientifique, ont montré que, eh bien, ça a entraîné une réduction de la progression myopique de 59 et une réduction de l'élongation axiale de 52%. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite, hein, pour dire que oui, qu'on cite toujours les 2 choses actuellement. On ne peut plus, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, on ne peut plus dire: «Bah, j'ai une réduction de myopie de tant de pourcents». Il faut également donc s'assurer qu'il y a, concomitamment une réduction donc de l'allongement de l'œil et c'est pour cette raison que les appareils, bien sûr, deviennent, indispensables. Alors, ceci fonctionne si, il y a un si, voilà, d'après les études faites donc sur des 8 et 12 ans, et je cite également toujours, avec donc des lunettes donc d'équivalence sphérique ici, si donc le port journalier est minimum de 12 heures, de 10 heures par jour, voilà, et le port se fait donc 6 jours sur 7. Voilà. Une fois qu'on est rentré dans le processus, eh bien, il est recommandé, enfin, on doit dire à son patient qu'il doit absolument les porter tous les jours avec un minimum de 10 heures. Mais bon, si tout se passe bien, 10 heures, c'est pas grand-chose dans une journée, d'accord? Voilà, 10-12 heures, donc ça, c'est comme un objectif qui est facilement atteignable. En ce qui concerne le port minimum 6 jours sur 7, c'est bien parce que ça va dans la ligne droite de ce qu'on raconte donc aux patients en disant: «Bah, vous êtes porteur de lentilles, porteur, porteuse de lentilles, eh bien, vous les portez toute la journée, 10-12 heures, parfois un petit peu plus et puis bon, vous savez que comment dire? La recommandation un petit peu internationale, c'est de dire de faire une pause, voilà, un jour par semaine». Donc oui, on est exactement donc dans cette option. Les études montrent qu'évidemment, ceci fonctionne parfaitement. Vous avez ici donc, bah, les graphes qui montrent la réduction de la progression myopique sur 3 ans et la réduction de la longueur axiale ici sur 3 ans. Je vous montre ça parce qu'après on va voir ici, comment dire? Une étude qui a été un petit peu plus poussée et qui montre que, eh bien, les nouveaux porteurs comme les porteurs établis ont des taux comparables de progression myopique et de croissance axiale.
ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que Cooper Vision a continué donc l'expérimentation avec donc, les anciens porteurs. Donc, l'étude qui a été faite sur 3 ans a été prolongée après donc sur 6 ans. Et puis, comment dire, depuis 3 ans, eh bien, il y a un nouveau groupe également qui a été mis en route. Et les résultats donc montrent toujours donc de bons résultats. Et notamment, la myopie reste stable après 6 ans d'utilisation de ces lentilles. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir un recul ici. Et donc, c'est extrêmement intéressant de le dire. Cette publication est très récente, hein, puisqu'il y a eu donc, comment dire, des premières annonces faites en 2020, enfin oui, 2020, c'est ça, et puis ensuite en 2021, et depuis, je crois que le congrès, ça a été publié au congrès de l'Arvo, donc maintenant, voilà la publication, il y avait une annonce au départ en disant que ce sera une publication, et maintenant la publication est faite. Donc vous voyez qu'on commence à avoir du recul, et c'est pour cela que c'est extrêmement donc intéressant. Quand on revient donc sur cette lentille, alors c'est une lentille donc qui est jetable journalière, hein, One Day bien sûr. Donc on peut également ajouter que ça apporte beaucoup de sécurité. Enfin, je pense que tout adaptateur sait bien que quand on fait du One Day, si vraiment c'est respecté, on a une sécurité quasiment absolue parce qu'on n'a plus le problème d'encrassement, on n'a plus le problème d'observance, donc, et notamment de maintenance avec les patients. Mais encore faut-il que les gens donc, respectent correctement cette chose-là. Ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, parce que quand on parle de myopie et de ces lentilles, on parle comment dire, d'enfants, de pré-ados, ados, mais les études ont montré que bah, ils sont bons, hein, ils sont moins tricheurs peut-être même que leurs parents ou que les adultes qui transforment une one day en une lentille hebdomadaire et parfois plus, hélas. D'accord? Ok, voilà. Alors, certains discutent sur le fait que, comment dire, c'est un matériau qui est relativement classique, vous voyez, avec un déca bon, bah, qui est fait pour un port journalier, voilà, mais pas plus. Mais bon, voilà, le fabricant dit que ça marche bien. Toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de complications là aussi, donc c'est une bonne chose, un bon point, donc on va dire, pour ce type de lentille. Parallèlement à ça, d'autres fabricants également donc, se sont penchés sur la question des lentilles et donc Marc Kenovi, voilà, connu notamment pour, comment dire, comme étant un spécialiste des lentilles souples toriques, a sorti une lentille alors avec un autre concept qui s'appelle le concept EDOF ou IDOF, voilà. Et en fait, alors vous avez l'acronyme ici, hein, d'accord, et c'est en fait un concept avec une profondeur de focalisation étendue. Alors, comment dire, cette chose-là a été mise au point par le BHV, l'institut donc créé par Brian Holden, d'accord. Et ce qu'ils disent, je cite également, c'est une manipulation délibérée des aberrations d'ordre supérieur. Et c'est pour ça que vous avez ici un profil de puissance qui n'est pas habituel. Si on le compare, si on le comparait au profil de puissance donc, de la lentille précédente qu'on a vue, le profil de puissance qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, hein. Voilà, c'est en forme vraiment de créneau, hein, puisqu'il y a la vision de loin, la vision de près, la vision de loin, la vision de près. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes, d'accord? Voilà. Alors, cette lentille est faite pour, bien sûr, aller à l'encontre de la myopie. C'est une lentille en silicone hydrogel, donc de conception, on va dire, de matériaux un petit peu plus modernes, voilà. Et donc, c'est une alternative également donc, à l'utilisation, enfin, comment dire, à la lutte contre la freination, le développement de la myopie. OK? Voilà. On trouve également sur le marché, on revient donc au laboratoire Presilence, et donc une lentille amyopique qui est une lentille souple, mais c'est le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Vous avez également un gradient de puissance qui est représenté ici donc par ces couleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de lire que, je cite hein, texto, c'est un gradient de puissance ajustable. Donc, j'ose imaginer que on a la possibilité de commander des lentilles avec un gradient donc qu'on pourrait déterminer. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint les discussions qu'on a pu avoir, je pense, la première fois, lors de la première présentation, où je vous parlais déjà donc de lentilles sur mesure, d'accord? Sur mesure par rapport à la défocalisation hypermétropique périphérique, parce qu'elle n'est pas identique chez tous les individus. La problématique étant
d'aller la mesurer cliniquement pour pouvoir après demander au fabricant de la fabriquer. OK? Voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant également parce que cette lentille existe avec en torique, voilà, pour des cornées toriques évidemment. Donc ça permet là aussi d'aller un petit peu plus loin, d'être moins limité sur l'approche qu'on peut avoir donc par rapport à la myopie. Oui, c'est encore un outil supplémentaire à notre panoplie. Voilà, alors on arrive maintenant au point numéro 3 ici, qui sont les autres moyens. Les autres moyens et qui sont notamment les collyres. Alors les collyres qui sont les collyres antimuscariniques, plus connus peut-être pas par ce nom-là qui est un peu compliqué, sauf pour les gens qui ont déjà bien, intégré la pharmacologie. Mais donc c'est l'atropine notamment qui est comment dire? Le collyre le plus connu. Il y a également la pyrazépine également. Alors, quand on parle de ça, moi, bien sûr, immédiatement, ça me fait penser à une approche structurale, pharmacologique. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la structure beaucoup plus que de la fonction. Jusque-là, on s'occupait de la fonction et vous savez que, heu, tout ce qui est donc, fonctionnel évidemment, pour moi, ça parle et au niveau de la myopie, la myopie qui se développe, qui est acquise comme ça, c'est quelque chose de très fonctionnel. Donc ça interroge bien sûr énormément. Ça rassure les gens qui ont une approche et une formation structurelle, il faut bien le dire également, voilà, parce qu'ils sont habitués donc à une approche comme celle-là. Je ne suis pas certain que ça soit donc, la formule idéale, mais bon, je vais vous parler de ce qui existe et comment dire? De d'où on en est à propos de cette approche atropinique. Alors, l'atropine, habituellement utilisée avec des concentrations relativement fortes, mais on sait bien que quand on utilise ça pour faire des cyclopégies, éventuellement en profiter pour, enfin, ça dilate, donc du coup, ça permet d'aller regarder, plus en profondeur, on va dire, le fond d'œil. Bah, ça a des avantages, bien sûr, ce que je viens de citer, mais ça a des inconvénients également, du moins des limites, parce que, après, comment dire? Quand on est sous atropine, quand quelqu'un est sous atropine, bah, il ne peut plus travailler. Enfin, toute activité de vision de loin est plus que fortement perturbée. Alors, on s'est on est parti du principe que peut-être des concentrations plus faibles pourraient marcher. Alors, au lieu d'avoir des concentrations donc à 0,1 d'accord? Eh bien, on a commencé par 0,05. Bon, hein, pourquoi pas? Ça marche pas mal. Puis après, on s'est dit: «Ah, il y a quand même des effets secondaires» et oui, évidemment, on ne peut pas empêcher une mydriase parce que le médicament donc, le Collir va entraîner donc en même temps que le blocage de l'accommodation une mydriase, donc évidemment, ceci peut être gênant et bien sûr l'effet cyclopégique, mais ça c'est ce qui est voulu. Il n'empêche que ça entraîne donc des réactions, si vous voulez, des modifications, des effets qui sont relativement importants. Alors après, on s'est dit, bah, on va peut-être aller un petit peu plus loin, on va encore diminuer la concentration. Oh, c'est très facile de le faire, il suffit de faire de la dilution, hein, d'accord? Et donc, on a essayé à 0,25. Ah, il y avait moins d'effets secondaires. La question était, est-ce que ça fonctionne quand même dans ce cas-là? Et puis, on est allé même encore un petit peu plus loin pour éviter justement ces effets secondaires qui ont été quand même décrits par beaucoup de gens et pour laquelle il faut mettre en place donc certaines ruses de guerre, on va dire, c'est un petit peu pénible. Donc on a essayé 0,01. Et là aussi, on s'est aperçu que ça marchait quand même pas si mal que ça. Alors, vous avez ici donc les études qui sont, comment dire, que j'ai citées ici. Bah, là, ici, c'est Susan Cotter, une de nos consoeurs et amies qui exerce maintenant, enfin, qui est enseignante en Californie. Donc, vous avez les références également donc de ce qui a été fait comme essai et comme étude à propos de cela. Une remarque quand même, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est que les études ont été faites avec des enfants chinois, avec des iris foncés. C'est logique, d'accord? Hem, alors du coup, les effets secondaires sont peut-être un petit peu moindres. On sait très bien que quand on veut, utiliser l'atropine et ou dilater, c'est un peu plus compliqué avec des iris foncés qu'avec des iris clairs. Donc du coup, on peut se poser la question de la limite de l'étude ou du moins de dire cette étude est valable dans tel cadre, voilà, avec des iris foncés, mais on ne sait pas ce que ça donnerait avec des iris clairs, OK? Voilà. Et donc, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsqu'il y a des iris qui sont plus clairs, les effets secondaires sont supérieurs. Ça aussi, c'est connu lorsqu'on fait de la dilatation.
Bien, alors revenons à cette atropine à 0,01%. Voilà, alors là, je vais citer, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets ici, hein. Voilà, je cite parce que ce n'est pas forcément ce que je ressens ou ce que j'ai envie de dire. Notamment quand on parle d'avantages. C'est vrai que, bien sûr, c'est fait pour traiter, alors il ne faut pas voir les choses de manière négative, mais les gens disent, voilà, oui, il y a un avantage parce qu'on peut, comment dire, contourner la problématique des effets secondaires si on instille le médicament, si on instille le collyre le soir au coucher. Il n'y a pas de problème, pas de symptômes, peu ou pas d'ailleurs, hein, on pourrait dire. Et puis s'il y en a, c'est pas grave parce qu'on va faire porter des verres photochromiques. Ah oui, bien sûr. Donc la journée, l'enfant a des verres photochromiques pour compenser le fait qu'il a une pupille plus dilatée et qu'il est donc photosensible. Si également il perd de son accommodation et que ça devient dérangeant, eh bien on peut y mettre une addition donc, voilà. Alors là, les gens disent: «Verre photochromique, addition non nécessaire». Peut-être qu'avec une concentration plus faible, 0,01, c'est tout à fait possible, voilà. Mais avec des concentrations plus fortes, eh ben, on n'échappe pas donc à 1 à la protection et 2 à l'aide pour la vision de près. Il se trouve également que, et c'est pour ça que c'est tourné en avantage évidemment, et c'est vrai, que l'accommodation reste suffisante, les diamètres pupillaires ne sont pas modifiés de manière importante et du coup finalement, ben, si on doit prescrire donc de l'atropine au stade où on en est et si on est convaincu que c'est le moyen pour traiter une évolution myopique, eh bien il faudrait se concentrer, sans faire de mauvais jeu de mots, sur une concentration à 0,01%. OK? Voilà. Et ce que l'on sait également par rapport aux études qui ont été faites, elles sont nombreuses et variées, hein. Si vous cherchez, vous allez voir, il y en a une foultitude. D'ailleurs, je vous ai épargné tout ça parce qu'il y en avait tellement que ça aurait encombré le diaporama, donc j'ai beaucoup élagué, beaucoup simplifié. On sait également que les effets adverses, donc avec les effets secondaires, arrivent dès qu'on arrive ici à une concentration de 0,025, d'accord, hein? Voilà, ici, c'est une coquille, je la corrigerai d'ici la prochaine fois. Alors pourquoi on est un peu réticent ou on a un peu de soucis, on va dire, avec l'atropine? Ben, l'atropine, c'est un alcaloïde, hein, de la belladone. Belladone, ça porte bien son nom parce que, comment dire, en certains temps et sous certaines, comment dire, contrées et notamment, on le sait dans les cours d'Europe, voilà, les cours avec les rois, les reines et cetera et les courtisanes, les courtisans. Les dames mettaient de la belladone, se mettaient de la belladone dans l'œil comme ça pour avoir des pupilles dilatées et évidemment, ceci était fait dans un but de les rendre plus attractives, on va dire comme ceci, d'accord? Toujours est-il qu'il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut pas jouer avec la belladone, il ne faut pas jouer avec l'atropine parce qu'on sait que quand on utilise l'atropine, alors je parle de l'atropine en concentration donc classique pour la dilatation et la cyclopégie, il y a des effets secondaires divers et variés que je citais ici, voilà, et donc qui sont la tachycardie, l'hyperthermie, le flash cutané, les sécheresses, la dilatation bien sûr des pupilles, le risque de GAFA, de glaucome aigu par fermeture de l'angle chez les sujets qui sont prédisposés. Enfin, on cite un tas de choses, un tas d'effets qui sont connus et c'est pour ça qu'il faut le manipuler donc avec précaution. Alors évidemment, quand on sait ça, on n'est pas, on est un petit peu paranoïde, j'ai envie de dire, d'accord? C'est-à-dire qu'on dit oui, mais même si je mets une concentration donc qui est relativement faible, est-ce qu'il n'y aura pas quand même des effets secondaires? Évidemment, ça va varier d'un individu à l'autre parce que les effets secondaires sont très variables, que ce soit pour des collyres ou d'autres médications, on le sait, d'un individu à l'autre. OK? Voilà. Alors, je termine par ça et c'est un petit peu humoristique, mais ça décrit surtout le syndrome atropinique tel qu'il existe lorsqu'on utilise donc l'atropine dans ses conditions classiques. Voilà, c'est assez français, mais ça résume donc ce que je viens de vous dire ici, hein, les effets secondaires. Voilà, chaud comme un lièvre, rouge comme une betterave, sec comme un os, aveugle comme une chauve-souris et fou comme une poule qu'on vient de mouiller. Donc l'expression est drôle, mais vous savez que dans les expressions populaires, il y a beaucoup de justesse. Alors, si je dis ça, c'est pour mettre l'accent maintenant sur les précautions d'usage. Les précautions d'usage, donc si on utilise donc ce moyen pour freiner l'évolution myopique, eh bien c'est de faire l'occlusion pontale.
Voilà, pourquoi? Parce que quand on met donc des gouttes dans l'œil, ben, on sait que ça passe ici dans les ponctas, puis ensuite dans les canaux lacrymaux, le sac lacrymal et ensuite dans les muqueuses nasales. Et d'après des études qui ont été faites, pour éviter justement cette absorption, donc absorption systémique, c'est-à-dire qu'après, ça va passer dans la circulation sanguine et dans le corps entier de l'individu. Et on sait qu'il y en a une grosse partie qui peut passer via justement ces circuits que je viens de vous remontrer ici. Ok, voilà. Alors, même si les concentrations sont faibles, je le répète, 0,01%, il faut absolument donc faire l'occlusion ponctale. Alors, comment fait-on l'occlusion ponctale? De cette manière-ci, on demande au sujet de fermer les yeux et de venir poser donc son index ici, d'appuyer donc dans les cantilles internes, droite et gauche, de sorte que ça puisse boucher justement le punctum supérieur et le punctum inférieur. Alors, quand je dis ça, certains me connaissent et évidemment savent que que je milite pour cette action-là, que ce soit pour l'atropine, bien sûr, dans le cadre de la myopie, que ce soit également dans le cadre de n'importe quel collier. Et je le dis parce que euh, les prescripteurs ne le font pas. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas généraliser à 100%, mais majoritairement, et poser la question donc aux gens et aux enfants et aux parents donc, qui s'occupent de leurs enfants, et vous verrez que cette chose-là n'est pas faite. On doit toujours faire l'occlusion punctale. Et si on le fait, en plus, ça donnera une meilleure pénétration dans l'œil, donc une meilleure, comment dire, optimisation du produit par rapport donc au but poursuivi. Pour en terminer avec les collyres et avec l'atropine, parce qu'il y a, je vous dis, il y a plein de controverses qui existent là-dessus, il reste encore des inconnus. Est-ce que la concentration donc, qui semblerait optimale, 0,01%, est, comment dire, est suffisante ou insuffisante? D'ailleurs, on peut le dire dans les deux cas. À quel âge démarrer le traitement? Quand arrêter? Faut-il faire une dégression? Faut-il faire des combinaisons avec d'autres traitements? Alors ça se fait, c'est-à-dire qu'on fait, notamment, il y a des études, là aussi, je vous ai épargné de ça, mais il y a des études qui sont faites avec de l'orthoca plus atropine, d'accord? Voilà, et donc, tout ça est en cours, bien entendu, voilà. Et il y a une autre question qui se pose également et qui a fait, comment dire, grincer des dents, parce que ça entraînait bien sûr de grosses polémiques, c'est l'effet rebond, à savoir que des études ont été publiées en disant oui, mais quand on arrête l'atropine, eh bien, la myopie redémarre et elle galope. Donc, du coup, évidemment, ceci pose une vraie question. Ceci rejoint la dégression, ceci rejoint quand et comment arrêter, bien entendu. Donc, il y a encore pas mal d'inconnus par rapport à cela. Mais bon, les choses avancent, la science, on va dire, avance. Certains donc utilisent de manière assez systématique l'atropine parce que c'est dans leur conviction par rapport à, on va dire, par rapport à leur philosophie et leur raisonnement dans leur métier. OK? On continue avec des autres systèmes. Là, je vous parle du cross-linking scléral. Alors, le cross-linking est une technique utilisée notamment pour le kératocone, dont notre ami Dr Chaban a parlé la dernière fois. Et donc, c'est une technique qui consiste, si vous voulez, à rigidifier. Alors, dans le cas du kératocone, ça rigidifie la cornée. Là, l'idée, c'est de se dire, bon, on va rigidifier l'œil, comme ça, on va l'empêcher donc d'augmenter donc sa longueur antéro-postérieure. Voilà. Alors, les essais qui ont été faits, notamment ici, oui, chez le lapin, voilà. Alors, c'est en cours. Je ne sais pas si on est passé à la phase 3 d'expérimentation humaine, mais je pense que ça viendra. Et c'est également donc une autre technique. Pourquoi pas, là aussi, avec des points d'interrogation. Attendons d'avoir un petit peu de recul pour voir ce que ça peut donner. D'autres choses également sont mises en avant, et notamment donc l'éclairement. Voilà. À l'éclairement, évidemment, vous voyez que ça va tout de suite, on le voit en gros, en gras et surligné, avec les activités extérieures. Ok. On sait que si on passe d'un éclairement, donc d'un flux de 500 à 1500 lux, eh bien, ça limite l'adaptation myopique. 70% des cas, d'accord, dans les expérimentations animales. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et là, on a fait beaucoup d'expérimentations. Les modèles animaux permettent donc d'avoir beaucoup d'informations avant donc d'aller après sur le modèle humain.
Le suréclairement rétinien stoppe complètement l'adaptation. Là aussi, je vous ai noté donc la deuxième référence, d'accord? Et donc la production de dopamine, au niveau notamment des cellules amacrines, pardon, eh bien là également, ça permet donc de freiner l'évolution myopique. Alors, retenons donc toutes ces choses-là, d'accord? Ou du moins retenons de toutes ces choses-là que les activités extérieures sont importantes. Alors même si on n'avait pas fait ces études-là, on s'est aperçu que, et je l'ai déjà dit, hein, c'est un bis repetita, que quand on met les enfants à l'extérieur, plutôt que de les cantonner à l'intérieur durant leur scolarité, ben, c'est un effet également assez important, même très important, contre l'évolution myopique. On a cité déjà, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant, le fait que dans les écoles où il y a des taux de myopie, des prévalences de myopie très importantes, Taïwan, Singapour, etc., ont augmenté considérablement donc le temps passé à l'extérieur. Et autant il y a donc des temps d'enseignement qui sont prévus dans l'éducation nationale, autant il y a également et parallèlement des temps que les enfants doivent passer dehors obligatoirement donc chaque jour. Un petit rappel également parce que c'est vraiment un chiffre un peu choc. Pour chaque tranche de 40 minutes passées à l'extérieur, la myopie diminue donc on va aller entre 10 et 20. Et si après on pousse donc les choses plus loin, si on double la mise, 2 fois 40 minutes, voilà, eh ben on passe à 50. Donc du coup, on a un moyen également qui est hyper simple d'aller à l'encontre donc de ces problématiques. Je vous ai mis quelques rappels également sur les éclairements ici, voilà. Mais bon, je pense qu'on peut passer, c'est juste pour mémoire ou pour lire comme ça si vous avez envie un petit peu par la suite. Quatrième point également que je cite, mais que je cite vraiment, mais que je ne développerai pas, c'est l'utilisation donc d'entraînement visuel, donc d'entraînement visio-moteur ou de réapprentissage visio-moteur, ou les deux, pour améliorer l'acuité visuelle et donc pour aller à l'encontre de la myopie. Alors, ce sont des idées et des concepts qui ont été émis depuis longtemps par nos pairs, les optométristes développementaux, comportementaux nord-américains, qui ont été comment dire, diffusés dans le cadre donc, de l'OEP, l'Optometric Extension Program ici. Mais le problème, c'est qu'il y a des articles qui ne sont pas considérés comme vraiment scientifiques, donc il y a des controverses. Voilà. Alors là, je cite ça et ça me rappelle quelque chose qui est tout à fait personnel. Un appareil dans les années 80 a été mis au point, un appareil avec des biofeedbacks qui s'appelait l'Acomotrac Vision Trainer, ok, voilà, et qui était donc fabriqué par un confrère américain, distribué par un confrère américain. Alors évidemment, je m'y suis intéressé tout de suite, en disant, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, est-ce que ça peut marcher, etc. J'ai pris contact avec ce confrère. Ce confrère est venu me visiter dans mon cabinet à Lyon avec l'appareil. Voilà. À l'époque, ça coûtait, c'était un investissement relativement important, donc je n'ai pas franchi le cap. Mais l'idée est que lorsque le sujet accommode de trop, eh bien, l'appareil donc lui envoie un feedback auditif. Par contre, quand il relâche son accommodation, le feedback auditif comment dirait, plus faible, diminue, plus doux, etc. D'accord? Donc, ça indique, l'appareil, bien sûr, mesure automatiquement la fonction accommodative. Et donc, l'idée, c'est d'entraîner les gens, justement, à relâcher leur accommodation. C'est facile à dire, d'accord, ça se comprend bien, mais c'est beaucoup plus difficile, donc, à réaliser. Voilà. Et cet appareil, je pense, n'a pas eu de succès, pour des raisons que j'ignore. Probablement déjà parce que, comme je le disais, au plan commercial, le coût était relativement élevé. Mais bon, j'imagine également que si ça avait été miraculeux, eh bien, tout le monde aurait voulu cet appareil et du coup, euh, le coût aurait également diminué considérablement. Donc là aussi, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne m'étendrai pas plus donc, sur les entraînements par rapport aux myopes. J'en ai fait dans ma carrière, oui, j'ai rééduqué ou comment dire, amélioré certains comportements myopiques. Ce que je dis tout le temps, c'est que les cas où ça a marché, c'était des gens qui étaient vraiment en suraccommodation, des gens qui étaient surcorrigés. Quand les gens donc surcorrigés ne sont pas en addiction myopique, un concept également particulier que j'ai évoqué comme ça rapidement dans les séances précédentes, c'est possible, on peut améliorer la situation. Autrement, faire machine arrière comme ça, c'est un petit peu compliqué, même si on voit des cas qui sont un peu surréalistes.
quand j'étais donc interne à Boston, voilà, dans la clinique comment dire, du New Inco, j'avais une de mes profs qui a rééduqué quelqu'un comme ça, qui a une myopie de -5, et personne ne la croyait. Alors tout le monde disait: «Mais elle raconte des bêtises» et cetera, et moi, en tant qu'étudiant, parce que j'avais déjà entendu parler de ça, je dis: «Bah, je je peux vous croire, oui, pourquoi pas?» Voilà. OK, alors, voilà, elle s'appelait, Dr Orfield, je la cite, voilà, pour mémoire, et depuis malheureusement elle nous a quittés, et donc c'était un cas. Alors je vous expliquerai pas pourquoi, parce que je j'ai pas compris pourquoi. Toujours est-il que, et ben, cliniquement, cette personne, était passée d'un état donc d'une myopie quand même conséquente à quelque chose, une myopie qui était de l'ordre de -1, donc de -5 à -1, effectivement, c'est quand même remarquable. Je vous cite souvent Émile Javal, j'aime bien Émile Javal, d'accord, notre ophtalmologiste, mais surtout ingénieur, ingénieux, et cetera. Parce que dans son livre donc du manuel du strabisme, il a eu l'intuition donc du processus d'aide à la freinage au freinage, il appelait ça, donc on dit maintenant freination donc de la myopie. Alors je vous le lis parce que c'est vraiment délicieux. «J'ai souvent vu le défaut rester tout à fait stationnaire chez des écoliers à qui je recommandais de n'employer que lorgnon tenu dans la main gauche pour regarder le tableau noir ou les cartes géographiques, de manière à se servir de leurs yeux avec des verres plus faibles pour lire et pour écrire. Il est rare, au contraire, que la myopie ne progresse pas d'année en année chez les écoliers qu'on arme de lunettes ou pince-nez qui leur suffisent pour voir au loin, mais qui les obligent à faire des efforts en lisant ou en écrivant.» Et c'est magnifique, hein. Enfin bon, par rapport à ce que l'on sait maintenant sur l'adaptation, le principe d'adaptation de la myopie, par rapport à l'environnement, par rapport à la sollicitation en vision de près, par rapport à la fonction accommodative, donc la façon de fonctionner différemment au loin et au près, et c'est là que le bât blesse lorsque justement on met un équipement donc unifocal, ben voilà, et c'est un vrai visionnaire, hein, ce Javal. OK, mais bon, heu, j'aime bien le citer. Alors certains disent: «Oui, mais c'est quand même un petit peu obsolète». Bah, si vous lisez ça, qu'est-ce qu'il dit Javal? Il dit en fait que, bah, oui, il faut compenser la vision de loin, mais on devrait respecter la vision de près. Voilà, parce qu'on le sujet chez qui on ne respecte pas la vision de près verra sa myopie évoluer. Voilà ce qu'il dit, et beh, c'est ce qu'on raconte encore, actuellement. L'approche idéale, que serait-elle? Ben, c'est l'évaluation de l'équilibre accommodatif en vision de près, et là, j'ai déjà mentionné que le bât blesse parce que les gens, souvent, ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Pourtant, ça se fait facilement avec, les skiascopies en vision de près, en mesurant donc, bah, comment dire? L'état accommodatif, le retard ou l'avance, ou et cetera, d'accord? Donc c'est pas vraiment compliqué. Y a-t-il d'autres alternatives? J'ai cru qu'il y en avoir une avec un appareil qui s'appelle l'Acomoref, mais je crois qu'il n'a pas percé sur le marché, malheureusement. Ensuite, et pour prolonger donc, comment dire? L'idée que j'ai sur la myopie, enfin l'idée qu'on développe sur la myopie, qui n'est pas qu'un qui n'est pas un problème de vision loin, mais un problème de vision de près, il faut analyser. Je vous ai montré, je crois, dans la première séance, les variations dioptriques et l'analyse graphique de ces variations dioptriques. VD voulant dire variation dioptrique en vision de près et variation dioptrique en vision de loin. Et toute cette analyse nous permet donc de situer le sujet. Déjà, quand un sujet est pseudomyope, là aussi, c'est quand même pas rien de faire le distinguo, et là aussi, on a beaucoup insisté là-dessus. Mais bon, je continue à insister, parce que je crois qu'il y a, il y a un déficit donc à ce niveau-là. Ensuite, respecter donc la différence loin de près, c'est ce qu'on vient de raconter juste précédemment, en compensant donc correctement la vision de loin et en équilibrant donc avec une addition, si c'est nécessaire, la vision de près. En général, c'est nécessaire. Ensuite, donc, il y a une possibilité de compenser toujours la VL et de rééquilibrer, c'est-à-dire que la forte addition qu'on utilisait autrefois pour rééquilibrer un système qui était complètement anarchique est utilisée maintenant à des fins de focalisation périphérique, d'accord, pour transformer, pour gommer la défocalisation hypermétropique périphérique et créer donc une défocalisation myopique. Voilà, ok. Donc tout ça, bien sûr, est déterminé par un dossier, par l'analyse du dossier optométrique et non pas par rapport à l'âge du patient ou par rapport
à des critères donnés, ça aussi je l'ai mentionné, par des fabricants qui se rapportent toujours à l'âge du patient pour déterminer une addition, avec notamment les verres de substitution, c'est-à-dire ce que j'appelais les verres de substitution, des verres donc, qui sont faits pour l'usage numérique et qu'on détourne, hein, des verres de détournement, si je vais les appeler comme ça, des verres de détournement qui permettent donc de compenser la vision de loin et de donner donc un équilibre ici en vision de près. OK? Voilà. Alors on peut résumer ça de cette manière. On peut faire donc enfin, le cercle vertueux, d'accord, et l'approche proactive, parce qu'il faut être vraiment proactif hein, dans ce moment-là. C'est par exemple le remodelage épithélial. Évidemment, ceci sous-entend qu'on fait de l'orthokératologie ou une compensation donc sans défocalisation périphérique. Alors, ce sont les lentilles de contrôle myopique. Et puis, il faudrait y ajouter donc une équilibration, pardon pour la faute d'orthographe, en vision de près. Tout ça va aller à l'encontre du stress visuel, va rééquilibrer l'accommodation et du moins respecter l'accommodation et la convergence dans des conditions donc d'un sujet qui ne serait pas myope ou évolutif, etc., comme chez un sujet, je veux dire, comme s'il était hémétrope. Ceci va améliorer considérablement l'image rétinienne. Et puis, je reviens également sur la, la rééquilibration qui existe au plan neurologique par rapport aux deux systèmes qui sous-tendent la vision centrale et la vision périphérique, système neuro et parvo-cellulaire, magno et parvo-cellulaire. Du coup, le réflexe postural va s'améliorer, le sujet donc, va distaliser donc, sa perception en vision de près. Ceci, bien sûr, ira dans le sens d'un rééquilibrage de l'accommodation et de la convergence. En principe, il y a une diminution du concave ou arrêt, hein, on va dire diminution ou arrêt de l'augmentation du concave et donc un ralentissement de la progression. Il faut rajouter donc, enfin, il faut le dire sur les deux tableaux, à savoir ralentissement de la progression myopique et ralentissement également de la progression de l'allongement donc d'axe antéro-postérieur. Actuellement, vous avez vu qu'on en est autour de 50%, ce qui est déjà comment dire, une belle réussite. Et évidemment, l'idée, c'est d'aller au-delà, d'atteindre 75%. Après, dire qu'on va faire 100%, ça c'est compliqué, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait se placer en amont et donc être capable donc, de faire du dépistage, mais très sérieux, très régulièrement, pour détester donc, le moindre développement d'une pseudomyopie. OK. Alors, j'ai trouvé ça ici donc, dans un journal de notre confrère hollandais, ici, dans EyeSight. Et vous voyez qu'on parle ici donc de traitement de la myopie de manière personnalisée, d'accord? Customisée, comme on dit en français, mais en fait, c'est du sur-mesure, ok? Et ben, c'est une idée évidemment qui me plaît bien. Tout de suite, j'ai relevé donc la chose et ça va dans le sens de ce que je viens de vous raconter. Il faut absolument, et ça sera le progrès, parce que je viens de vous dire que pour l'instant, on est ici à 50%. Moi, je pense qu'on peut aller de 50 à 75%, justement, en faisant de la lentille, enfin en faisant des outils, en utilisant des outils qui seront personnalisés. OK? Alors maintenant, ça va être beaucoup plus léger si vous voulez, mais bon, ce sont les outils, les guides pour le professionnel et le grand public. Comment on peut s'aider pour pouvoir expliquer les choses? Alors, eh bien, je commence ici par ce qui a été fait développé par le BHVI, voilà. Alors, il s'appuie sur un appareil qui est l'Oculus, donc Myopia Meister. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous avez pu le voir parce que comment dire, le docteur Chaban l'a passé dans toutes les publications qui le passent, il l'a dit, il l'a, comment dire, introduit. Donc cet appareil est intéressant parce qu'il permet de faire ici une analyse donc, de son sujet, une analyse pour savoir s'il est myope ou pas, de sa longueur axiale, éventuellement également la compensation en lentille. Et donc cet appareil permet de sortir des graphes ici avec des couleurs, une symbolique qui permet donc de voir le risque estimé de développement de la myopie. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est un risque moyen ou est-ce qu'il y a un fort risque donc ici de développement, d'accord? Ils permettent également donc de faire un suivi. Alors cet appareil a beaucoup de succès, il a été repris actuellement également, et ça aussi ça a été cité dans FCO, par nos amis australiens.
voilà, de Myopia Profile, voilà, Kate Gifford et son époux. Et donc, ils utilisent cet appareil. Je crois qu'ici, Oculus leur a prêté ou mis à disposition un appareil. Et donc, on va entendre parler à nouveau donc, de cette chose-là. Je vous ai mis un exemple ici, parce que je me suis amusé avec, voilà, et voici ce que j'ai rempli. Alors, l'appareil vous pose des questions. Quel est l'âge de votre enfant? Alors, j'ai mis ici, par exemple, 6 ans. Votre enfant est-il myope? Non. Combien d'heures votre enfant passe-t-il sous la lumière naturelle par jour? Plus de 2 heures. Combien de temps passe-t-il pour des activités rapprochées? Donc, je ne vais pas plus loin, plus de 2 heures. Ensuite, prescription de la mère. La mère, au hasard, j'ai marqué comme ça, la mère est hypermétrope. La valeur de la correction, pas d'information, pas connue. Ensuite, la prescription du père. Le père est myope. Alors j'ai mis, vous voyez, exprès, hein, je me suis amusé, une mère myope et un père myope et une mère hypermétrope. Valeur de la correction, de la compensation inférieure ici donc à 2 dioptries. Et vous cliquez sur le bouton et donc votre enfant a un potentiel de développement de myopie qui est ici faible. Nous vous recommandons donc de continuer le questionnaire. Oui, donc ça se fait en quelques clics, donc c'est assez intéressant et pourquoi pas, c'est un des outils puisque je vous en présentais, comment dire, plusieurs, ok? Voilà. Ensuite, comment dire, il y a un tas de conseils qui vous sont donnés comme ça, voilà. Et puis on continue avec les questions. Quelle est votre origine ethnique? Alors j'ai noté blanc, comme j'aurais pu marquer donc caucasien. Âge du premier port d'une lentille de contact, 6 ans. OK. Prescription d'enfant, il n'y en a pas. Valeur connue, il n'y en a pas. OK. Combien de grands-parents sont ou ont été myopes? J'ai supposé que c'était donc ici 0 ou 1 sur 4. Voilà. L'un d'entre eux a-t-il une myopie élevée supérieure à 5 dioptries? Alors là, pour jouer, j'ai marqué oui également. OK. L'enfant a-t-il une maladie des yeux? Non. L'enfant prend-il des vitamines complémentaires? Non. L'enfant prend-il des gouttes pour les yeux? Non. Voilà. Et là, le potentiel, oui, augmente un tout petit peu. Bah, c'est eu égard au fait qu'il y a dans les, comment dire, dans les grands-parents ici, notamment donc un grand-parent qui est relativement myope. Donc du coup, ça fait monter l'aiguille ici avec un risque qui est modéré. Ok. Donc voilà pour vous donner une idée comment ça peut fonctionner. Ça, c'était le premier outil, on va dire. Le deuxième outil dont je parlais, ici, donc, qui s'appelle Myopia Profile, ici, et donc qui est très intéressant. J'aime bien les images ici, où on voit quelqu'un qui lutte contre l'évolution myopique. Ils ont des images, des publications également que vous pouvez suivre parce que vous recevez, vous pouvez vous abonner et ou de toute façon, une fois de plus, Dr Chaban donc, les met en ligne. Donc, c'est très facile de retrouver toutes ces informations. Voilà, c'est très pédagogique, très bien fait. Et vous allez voir à quel point donc, c'est pédagogique. Alors, bien sûr, on explique tout ça. Est un outil en ligne gratuit pour aider les parents à évaluer et à gérer les risques de myopie de leurs enfants. Alors, pas, tout à l'heure, c'est un outil professionnel. Vous voyez que là, c'est un outil grand public hein, pour les parents. Donc, c'est effectivement extrêmement donc, intéressant. Et puis, on trouve également un tas comment dire, de choses à lire, mais qui sont concises, qui sont très bien faites. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que la myopie? OK. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mon enfant est déjà myope. Quelles sont les causes de la myopie, etc. D'accord. Alors là, je vous les ai mis en tout petit. Si vous voulez en grand, je pourrais vous les envoyer donc en format PDF. Bien sûr, je les ai rassemblés ici pour éviter de faire un diaporama très très long. Et puis, il y a ça également qui est super utile. Alors, ça peut s'adresser, enfin, ah oui, c'est à la fois professionnel et grand public. Et donc, c'est la gestion de la myopie dans la pratique avec une explication sur, c'était traduit en français donc par le voyage de la myopie. Ben voilà, on voit le parcours et comment les choses évoluent. Donc c'est effectivement très pédagogique, très simple à comprendre. Ensuite, que prescrire? Donc là, c'est beaucoup plus pour le professionnel. Les contrôles ultérieurs et donc mesurer le succès. Là aussi, ça existe donc en grand format. Je les ai en PDF et si vous le souhaitez, nous pourrons également vous les mettre en ligne. Mais bon, il suffit
je pense, de faire 3W Myopia Profile, et puis d'aller chercher donc les documents, mais c'est pas un problème. Ok. D'autres documents également, toujours avec Myopia Profile, ici, voilà, des conseils sur l'environnement, les options. Les enfants peuvent porter des lentilles? Ben oui, on pose des questions pour savoir si oui ou non, parce qu'il y a encore pas mal de choses diverses et variées, bizarres qui sont colportées par les gens, même si ça va quand même beaucoup mieux, hein, on est quand même en 2021. Et également, pourquoi gérer la myopie est quelque chose d'important. Vous voyez, donc déjà quand on voit les images, hein, même sans les commenter dans le détail, vous voyez que c'est extrêmement pédagogique, ludique, voilà. Et je suppose que bon, on peut même comment dire, les transmettre donc au grand public. Bien sûr, il y a des règles d'utilisation que j'ai rappelées ici parce que c'est quand même quelque chose, enfin, c'est la moindre des choses. Il faut être respectueux envers les gens donc, qui ont créé donc, ces outils. Plus récemment, et donc ça a été présenté notamment par Cooper Vision France en début d'année. Voilà, eux aussi, ben, ils ont fait comment dire, un site qui s'appelle Contrôle Myopie. Et là également, ben, vous allez sur le site et donc vous cliquez sur les divers items qui sont proposés et ça vous donne donc des explications. Voilà. Il y a même un parcours également qui a été fait. Ils ont fait un parcours de la myopie, un peu comme celui qu'on a vu ici, si vous voulez. Mais bon, voilà, bon, après vous regardez et puis vous choisissez celui qui vous convient le mieux, d'accord? Donc c'est une solution également pour vous et également pour le grand public puisque c'est facile d'accès sur internet. Et puis très récemment également, au moment où j'ai composé donc ces diaporamas, alors ça remonte maintenant à peut-être 3 mois environ, eh bien, j'ai trouvé une application qui s'appelle Plano App, d'accord? Et donc, c'est une application qui permet donc aux parents de contrôler l'utilisation donc, des outils numériques, d'accord? Dans le bien de préserver ici les yeux de leurs enfants. Alors, il faut s'abonner, hein, bien sûr, à cette chose-là, mais bon, c'est une possibilité également. Donc, moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais pour vous présenter les possibilités qui existent. Pour presque terminer ce diaporama, quelques questions fréquemment posées par les parents. Et c'est vrai que parfois c'est assez polémique là-dessus. Faut-il que mon enfant porte tout le temps ses lunettes? Pourquoi c'est polémique? Parce que, très souvent le prescripteur dit: «Bon, alors les parents disent: «Il faut qu'il les porte tout le temps ces lunettes, mon enfant, mon garçon, ma fille?» Et alors il y a 2 types de réponses, mais la plus péremptoire, c'est celle du prescripteur qui dit: «Oui, absolument, tout le temps, tout le temps, tout le temps». Et je ne pense pas qu'on puisse être aussi affirmatif que ça sur des choses comme ça. Ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est un myope débutant ou est-ce que c'est un myope en évolution? Si c'est un myope débutant, bah, il faut tenir compte du bilan visuel, d'accord? Et si la myopie est le résultat d'un problème adaptatif en bien près, non. Et on rejoint donc les propos tout à l'heure, on rejoint également donc Émile Javal. C'est vrai que là, on peut avoir donc le raisonnement de dire, ben, oui, il ou elle porte ses lunettes pour regarder au loin, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, enfin pour regarder tout ce qui est en vision de loin. Mais pour tout ce qui est activité donc de vision de près, ça serait mieux donc de ne pas porter de lunettes. Là, c'est une solution également, comment dire, hem, comment dire, intermédiaire, enfin une solution, comment dire, une cote mal taillée, dans la mesure où, on préfère quand même équiper avec une solution optique, que ce soit lentille ou lentille de contact, qui, permettent de compenser la vision de loin, tout en préservant l'équilibre donc en vision de près. Mais bon, vous voyez que c'est pas si simple que ça et donc parfois il faut se battre parce que le prescripteur oui, je le dis, a dit, il doit les porter de manière, comment dire, permanente et c'est tellement péremptoire que les gens n'osent pas aller à l'encontre. Dans le cas d'une myopie, d'un myope évolutif équipé avec un système donc, les systèmes qu'on a cités tout à l'heure, voilà, bah, oui, là effectivement, il est recommandé de les porter, bah, comment dire? L'enfant peut les porter en plus donc tout se passera bien. Faut-il que mon enfant porte tout le temps des lentilles de contact? Là aussi, on fait le distinguo. Donc, dans le cas d'un myope en évolution, s'il est équipé avec des lentilles donc, spécifiques, ce n'est qu'un rappel par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, d'accord, puisque les études
faites par les chercheurs ont montré que, eh bien, il faut les porter un minimum. Donc, tout à l'heure, j'avais marqué 10, mais on dit 10-12 heures, d'accord? Et 6 jours sur 7, OK? Ça, il faut s'appuyer sur les études, ne pas avoir peur, parce que quand même, c'est ce qui fait, c'est le juge de paix, hein, d'accord? Quand il y a donc des discussions. Pendant combien de temps faut-il agir par rapport donc à cette prise en charge de la myopie? La myopie peut-elle redémarrer? Oui, bien sûr, et donc il faut agir tout le temps où le sujet est exposé au risque de développement myopique, et donc ça dure quand même un certain temps, depuis le début de la scolarité jusqu'à après, on va dire tardivement à la fin des études, et même après, hein, lorsque le sujet est dans la vie active. Ça dépend bien sûr de son travail, ça dépend également de ses loisirs, puisque le numérique est rentré bien sûr à fond dans la vie des gens pour le travail et pour les loisirs. Quid de l'observance? Alors ça, c'est très important. Donc le respect, c'est sûr que si quelqu'un comment est équipé avec des lentilles spécifiques, d'accord, et qu'il ne les porte que quand ça lui chante, on va dire, ça va pas marcher, d'accord, et donc on n'aura pas de résultat. Donc l'observance, oui, c'est très, très important. Le contrôle également est important par le spécialiste, voilà, le contactologue, s'il s'agit de lentilles de contact. Et j'ai envie de dire que là, il doit y avoir également un couple, hein, au sens donc d'une association entre donc le professionnel et le patient qui doit être très très forte. Et pour ça, il faut prendre son temps. Une fois de plus, on revient au fait qu'on ne peut pas faire ça à la va-vite. C'est là aussi, c'est une critique que j'ai émise dans le passé, mais ce n'est pas une critique gratuite. C'est simplement que voilà, il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps de revoir les gens, enfin surtout le temps de bien expliquer dans un premier temps, parce que si on n'explique pas, toutes ces choses-là sont quand même un peu complexes pour les gens qui ne sont pas initiés, on va dire. OK? Voilà. Dans le cas donc, comment dire? Oui, alors oui, pardon, il faut que je lise le titre d'abord. À retenir et à lire éventuellement et tranquillement à la maison. D'accord, voilà. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que je ne voudrais pas que ça soit fastidieux. Je voulais faire aujourd'hui une présentation qui soit un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà. Et donc, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Voilà, c'est des petits rappels sur l'utilisation des verres de lunettes simple foyer, ça marche pas. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il quand on utilise des doubles foyers ou des verres multifocaux, etc. OK. Je vous remercie de votre écoute. Puis je vous dis, oui, c'est à vous de jouer là maintenant, de votre écoute, parce qu'elle a été quand même sollicitée sacrément avec ces trois morceaux, avec ces trois parties. Et donc, je sais que c'est un peu compliqué et on a toujours peur d'être redondant. Si je l'ai été, pardonnez-moi. Je voudrais également terminer surtout par cette diapo ici pour vous remercier et donc, au nom du groupe FCO, voilà, parce que c'est grâce à ce groupe que ça fonctionne. Évidemment, grâce au docteur Chaban, parce que c'est vraiment, comme on dit, la cheville ouvrière, la grande cheville ouvrière. Vous avez pu le constater, donc vous le constatez d'ailleurs même au quotidien. Et donc, un petit clin d'œil, je lui ai posé la question hier en disant, il y a combien de membres? Alors, il me répond 2277. Puis 10 minutes après, il me dit, ah non, ça a changé, 2278. Je peux augurer qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus, peu importe, mais vous voyez qu'il y a un groupe assez conséquent. Il y a 61 pays, ça concerne donc des gens qui viennent de 61 pays. Alors ça, c'est très intéressant et à dire, si vous voulez, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit que dans tout ça, il y a l'humanité, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà, je ne veux pas prendre la parole plus longtemps. Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre service. Très bien. Merci beaucoup, René. C'était une excellente présentation. C'est C'est trop carrément gentil. la cerise sur le gâteau, puisque aujourd'hui, c'était une belle synthèse. Ensuite, c'est très actualisé, donc il y a eu j'imagine, beaucoup de travail en amont pour pouvoir présenter un tel travail. Il est évident que nous allons rester sur cette thématique la semaine prochaine avec une personne qui est très impliquée dans la recherche, le professeur Marc Bellumois, qui va encore plus nous permettre d'avoir son approche en tant que chercheur et en tant que clinicien, et notamment en anticipant un petit peu sur probablement les résultats. Il est en train de publier un tas de choses intéressantes. Mais la chose la plus importante, je crois, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, nous avons accumulé un tas d'informations, beaucoup d'informations.
et le moment est venu un petit peu d'aller d'être un peu plus percutant en matière de stratégie de prise en charge de la myopie. Je rappelle simplement quelques chiffres qui ont été publiés au mois de février. Aux États-Unis et en Europe, aujourd'hui, les moins de 35 ans représentent 40 à 50%, ils sont myopes. En Chine, et comme vous le savez, entre 80 à 90% de la population, notamment des adolescents en milieu urbain, sont myopes. Chez nous, nous n'avons pas une estimation précise parce qu'il va de soi que ça nécessite des outils de dépistage, de prospective aussi, pour pouvoir un petit peu anticiper, pour pouvoir mettre en place une stratégie. Et quand je dis chez nous, je dis les pays émergents. Je ne parle pas des pays développés où il y a un certain nombre quand même de choses qui ont été réalisées, qui se réalisent au fur et à mesure. Il faut rappeler juste que les prévisions de l'OMS, au fait qu'ils ont continué les travaux de Brian Holden, c'est que plus de la moitié de l'humanité sera myope en 2050. Cela représente à peu près 5 milliards de myopes, dont notamment 1 milliard de forts myopes. Cela me ramène à penser au coût de, bien sûr, les coûts pour les défauts de réfraction aujourd'hui sont estimés à 295 milliards de dollars US par an. Donc, dans une grande partie consacrée pratiquement à la myopie. Il s'agit réellement d'une pandémie. Donc, devant une pandémie, c'est comme pour le Covid, il faut mobiliser tout ce qui a possibilité de mobiliser, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons, comme j'avais dit tout à l'heure, un tas d'informations qui peuvent nous servir. D'abord pour sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser les parents, mettre en place à notre niveau, à notre échelle, relativement à nos moyens, bien sûr, mettre en place une certaine stratégie de prophylactique, beaucoup plus qu'une stratégie de collection en temps réel et puis lâcher la personne dans la nature. Il va falloir donc changer un petit peu nos habitudes. Je vais donner juste un chiffre intéressant, c'est que chaque dioptrie de progression de la myopie augmente le risque de maculopathie de 67%. Ça signifie que quand la personne passe de -1 à -2, elle a augmenté les risques de 67%. Donc, si on inverse, chaque fois qu'on va pouvoir ralentir d'une dioptrie sur un certain nombre d'années, on va réduire donc le risque de 67%. Ceci est très intéressant. Maintenant, moi je dis souvent qu'il y a un minimum syndical. Le minimum syndical, c'est que simplement, dans les pays émergents, où on n'a pas, où on a des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes institutionnels, des problèmes de participation un petit peu des caisses et mutuelles, des problèmes de pouvoir public qui n'ont pas les moyens pour prendre en charge une telle pandémie, il s'agira un petit peu de niveler les choses avec les moyens de bord. Et vous avez vu tout à l'heure que Dr. Lecomte va présenter quelques résultats relativement au verre, notamment double foyer. Il a présenté aussi l'aspect prophylactique, le fait qu'on donne des conseils, notamment cette question de vision de très sollicitée. Et nous vivons en ce moment, durant cette période de Covid, nous vivons un cloisonnement qui fait en sorte que la personne, n'importe quel âge qu'elle soit, est enclin à aller travailler plus en vision de près. Moi-même, j'ai cumulé beaucoup d'heures en vision de près. Je suis myope de moins 1,25. Dieu merci, c'est stable, mais au fait, ça a d'autres impacts, notamment en termes de situation oculaire. Et pour les enfants, c'est carrément, on ne sait pas, parce que jusqu'à présent, les études sont controversiales. Certaines soutiennent le fait que l'utilisation des interfaces digitaux booste la progression de la myopie. D'autres, par contre, disent non. En fait, l'explication qui a été donnée, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les 3 présentations, qui sont un petit peu, qui viennent aussi du fait que dans la vision globale qu'a Dr. Lecomte, en tant qu'optométriste comportemental et fonctionnel, il a compris au fait
que les grands enjeux sont liés à cette surutilisation de la vision de près, notamment quand la compensation est totale chez l'enfant et qu'on l'oblige un petit peu à accommoder. Ensuite, à cette histoire de proximité, parce que quand on regarde des photos ou un texte sur Internet, que ce soit sur un écran micro-ordinateur ou sur une tablette, nous pouvons toujours augmenter, si vous voulez, l'image. Quand on est sur Facebook ou sur Viber ou sur un autre réseau social, on n'a pas la possibilité d'augmenter la taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche pour avoir un grandissement de l'image au niveau de la rétine pour pouvoir distinguer toutes les caractéristiques. Donc, cela me ramène à dire au fait que, à côté de notre travail clinique, il y a un travail de conseil qu'on doit mettre en place. À chaque fois que nous avons la possibilité de prendre en charge un enfant, même quand il est hypermétrope et qu'il a une légère hypermétropie, on doit se soucier au fait de son avenir, si vous voulez, réfractif et des conséquences à long terme sur différents aspects. Donc, il faut prendre le temps de discuter avec les parents, discuter avec l'enfant pour sensibiliser les parents sur le fait qu'il y a aujourd'hui un tas de risques liés à l'utilisation intensive et extensive de ces outils-là qui sont aujourd'hui venus, qui ont bouleversé toute notre façon de vivre, notre façon de faire, et dans les conséquences, dans quelques années, nous allons faire probablement le point et ça va être carrément un drame. Donc, autant tirer la sonde d'alarme. Deuxième aspect, c'est aussi la sécheresse oculaire. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui sont combinés. Je voudrais juste revenir sur... je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention au fait que toute médication qui est invasive a probablement des effets bénéfiques comme elle a aussi des effets négatifs. Donc, avec du recul, et probablement, Dr. René-Combe n'en disconvient pas, avec du recul, on sait aujourd'hui que la lentille souple participe à l'accélération de la sécheresse oculaire. On le sait parce qu'on voit ces malades qui arrivent à l'âge de 20 ans, au bout de 10 ans, nous avons des déficiences. On continue, si on s'intéresse à la mémographie, aux autres aspects, au break-up time, etc., on a ça. Donc, la même chose pour ce qui est de la myopie. Moi, je pense que si on arrive à gérer cette pandémie, si on arrive à mettre en place des stratégies moins invasives, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Maintenant, l'enjeu, c'est quoi? Je lisais un article où on parle de la recherche biochimique du mécanisme pathogène de la myopie demeure un domaine prioritaire. Ça m'a sauté aux yeux parce que simplement, les gens vont aller beaucoup plus sur des produits pharmacologiques. Donc, derrière cela, bien sûr, il faut qu'on se le dise. Nous avons donc une obligation éthique et déontologique de dire les choses. Nous avons aussi une tentation d'un business grandissant pour les big pharma. Il faut le dire, il faut l'avouer. Ils s'intéressent parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est généré. Les résultats aujourd'hui, y compris pour ce qui est de l'atropie, nous avons des résultats qui sont mitigés. Je lisais les travaux de Comet, un groupe qui a travaillé de manière éclatante. Je lisais, parce que je suis en train de faire une revue de littérature, notamment après la publication que j'ai mise en les publications de l'Institut international de la myopie, que j'ai mise en ligne. On a celle de 2019, les white papers, et on a celle de 2021. Et ce sont des documents de base qui peuvent servir à chacun de nous pour d'abord faire le point, pour comprendre la myopie, la comprendre en tant que pathologie, en tant que maladie, parce qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de dégénérescences, et que parce que ce n'est pas une amétropie qui est simple, figée, qui ne va pas changer dans le temps. Donc, j'encourage les gens à lire ces documents parce que c'est très intéressant. J'attends à ce qu'il y ait traduction pour que je puisse mettre en ligne les traductions en langue française. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller sur le site de EMI.org, c'est l'International Myopia Institute.
où il y a beaucoup de documentation, où il y a y compris un certain nombre de vidéos, où c'est un institut qui travaille en collaboration avec Brian Harden Vision Institute, avec aussi l'Association internationale de prévention de la cécité, l'IAPB. Donc, on a un tas d'informations qui sont là, disponibles, accessibles, et qui vont permettre à chacun de nous de pouvoir un petit peu peaufiner. Je veux juste terminer par dire au fait que c'est une thématique extrêmement importante. C'est aussi une opportunité pour tout praticien, qu'il soit ophtalmologiste ou optométriste, de pouvoir s'impliquer dans une œuvre d'utilité publique. Parce que simplement, un enfant, on a vu qu'un enfant, tout à l'heure, sur les facteurs de risque, Dr. Combe a expliqué que quand on a deux parents qui sont myopes, l'enfant a plus de risques de développer une myopie. Et c'est une myopie qui peut partir en vrille et augmenter et poser par la suite des dommages collatéraux extrêmement graves à l'enfant, à l'âge adolescent, à l'âge adulte. Donc, la chose la plus intéressante aujourd'hui, c'est que notre médecine, il ne s'agira plus simplement de compenser, pour ramener, si vous voulez, l'image de l'objet sur la rétine, point barre, focalisation, on s'en va. Aujourd'hui, nous intéressons un petit peu à la vision de manière globale, aussi à la santé oculaire de manière globale. Et nous avons vu aujourd'hui que la santé visuelle s'imbrique avec la santé oculaire. Ça se pose en termes de santé, si vous voulez, de santé globale. Mais au fait, on a vu aujourd'hui qu'on ne peut pas segmenter le processus. On ne peut pas prendre juste la partie fonctionnelle, la confier à quelqu'un et la partie orientale à une personne. Il s'agira de co-manager ce genre de problèmes, de les gérer ensemble, parce que la gestion collective, si vous voulez, de telles choses va permettre d'être plus efficient. Donc, je ne m'attarde pas sur ces aspects-là. Je laisse aux autres le soin de poser des questions. Je vais juste libérer un peu les micros. Alors, je ne me rappelle plus comment il faut faire. Hein. Je ne suis pas tellement féru de... Alors, donc, je donne... là. Vous me pardonnez si je cafouille, je suis en train de chercher comment permettre à tout le monde de participer. Alors, invité, voilà, en principe. Non, c'est pas invité ça. Alors, je ne sais pas si Mohamed n'est pas là aujourd'hui pour me dépanner. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que le temps de trouver, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si sur le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions apparemment. Il n'y a pas de questions sur le chat. Je vais juste essayer de... Tu as la main, René, si tu peux activer, tu es co-animateur, si tu peux activer les micros, parce que là j'ai un souci avec cette histoire de micro. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors attends, micro intégré, sortie intégrée. Alors. Micro intégré, c'est ça? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas, parce que là c'est... Là, je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai la possibilité de faire quelque chose. J'ai pas de... Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir libérer, mais là, je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé. Alors là, oui, ça y est, je crois, oui, c'est ça. Tu as activé quelque chose. Voilà, invité. Oui, j'ai activé Ça y est. le diaporama, mais c'est tout ce que j'ai fait. Permettre ou pas, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez réactiver vos micros. Celui qui veut poser une question, il peut réactiver. Je crois que Hajar, Sahel, Hassan, c'est tout le monde qui est en train, en principe, de réactiver. Donc, vous pouvez réactiver vos micros pour pouvoir poser des questions au docteur René Combe. Désolé pour ce cafouillage. C'est Hassan. Je ne sais pas s'il est avec nous. Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de questions là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez réagir sur la rubrique discussion pour qu'on puisse savoir si vous entendez ce qu'on est en train de dire, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord, mon micro était coupé. Monsieur D'accord. Brahim. Non, Je ne sais pas s'il y a... je disais simplement que je vais rebondir sur ce dont tu as parlé, la prophylaxie. Bien entendu, c'est très important. Et la prévention, parler de faire la prévention avec le temps à l'extérieur, limiter le temps en vision de près, les conditions ergonomiques aussi qui sont vraiment très, très importantes. Je ne sais pas si certains ont fait l'expérience. Il faut réactiver. René, on ne t'entend pas. René. Pourquoi il est René. débranché? Il s'est Oui. débranché. C'est mieux là? Allez-y. Désolé. C'est bon Allez-y. là? Tu peux? Oui, je disais, je rebondissais sur l'idée, enfin sur ce que tu as dit sur la prophylaxie. La prophylaxie et la prévention, c'est ô combien important. Bien sûr, il vaut toujours mieux prévenir que guérir, comme dit le proverbe. Et donc, la prévention, ben, c'est comment dire, d'éviter donc les myopies, donc de bien regarder et de voir si une myopie va apparaître, quand une myopie va apparaître, donc dès qu'il y a une pseudomyopie. Pour ça, et concomitamment, bien sûr, le temps passé à l'extérieur, le temps limité en vision de près, je sais que c'est pas facile, c'est une véritable gageure actuellement. Les conditions ergonomiques également. Et je disais, je ne sais pas si vous avez utilisé des plans inclinés, mais simplement dès qu'on met un plan incliné, donc un enfant ou un adulte d'ailleurs, on voit qu'il se distalise, donc il retrouve une distance qui est proche de celle de Harlem. Et donc ça va complètement à l'encontre du réflexe visio-posturel. Voilà. Après, en ce qui concerne les moyens à utiliser, évidemment, les outils, ils sont très variables et de manière malheureusement, comment dire, également très différente, enfin, très disproportionnée d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, etc. Et c'est sûr qu'il faut faire avec ce que j'appelle les simples, les outils simples. Donc, les outils simples, ben, c'est les lunettes, d'accord? Le plus simple, c'est la lunette donc, de vision de loin. Et puis, on garde l'ancienne lunette, la précédente, pour faire une lunette de vision de près. Enfin, il faut faire des choses comme ça, des ruses comme celle-là. J'ai aussi parlé des lentilles en PMMA. Évidemment que le PMMA, on n'aime plus l'adapter parce qu'il y a des matériaux beaucoup plus modernes. Mais pourquoi pas, hein, si le PMMA est porté en port journalier, que les conditions s'y prêtent, que l'adaptation, etc., etc., pourquoi pas? C'est un minimum, ce sont tout minimum donc qui est bon à prendre pour aller à l'encontre justement de cette épidémie et même pandémie donc de myopie. Okay. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation donc de produits, c'est vrai que tout le monde attend ça comme un miracle. Hein. C'est un petit peu comme ouais, c'est le rêve d'Icare. Le rêve d'Icare, moi je l'avais comparé, j'avais comparé le rêve d'Icare avec la chirurgie réfractive. Évidemment, hein, on va donc dans un endroit comme ça spécialisé et puis on ressort une demi-heure plus tard et on n'a plus de myopie. Ça tient presque du miracle, d'accord? Et donc les gouttes et les collyres pourraient jouer le même rôle, ça c'est évident. Et c'est plus facile de mettre des gouttes que de mettre des lentilles, les retirer et où les entretenir, etc. Ça, j'en conviens. Mais bon, aussi, c'est toute une éducation probablement à faire, toute une éducation et une réflexion. Il faut amener les gens donc à une réflexion pour que, eh bien, on aille à l'encontre donc de tous ces travers, parce qu'en fait, comment dire, la myopie, oui, la pandémie, c'est un travers. Euh, le fait que Big Pharma veuille se tirer une part du gâteau, ça serait un travers également. Voilà, il faut aller à l'encontre de tout ça. Et je pense que si on a l'esprit, comment dire, humaniste, bon, ça aide, ça doit aider. Voilà. Après, en dehors de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, il y aurait encore mille et un sujets à traiter, notamment sur l'accommodation. Mais bon, on verra un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais peut-être qu'il faudrait revenir
de manière peut-être plus pragmatique aussi, un peu comme tu l'as demandé, docteur Al-Mouradi, sur sa présentation. Donc, à voir. Et bon, ça, c'est l'avis du groupe hein, qui va faire évoluer à la fois les choses et la demande. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui, monsieur Chavan. Allez-y. Bonsoir, monsieur Chavan. Bonsoir, monsieur René et tout le monde. Je vous remercie infiniment pour vos efforts et de programmer et d'animer ces visioconférences très actuelles et très scientifiques. Alors, merci infiniment. J'ai une question, monsieur René, par rapport au calcul d'addition. Quelle est la meilleure méthode, à votre avis, la méthode la plus pratique de mesurer l'addition pour un myope? Est-ce qu'on peut se baser sur les variations dioptriques ou bien, bon, en fonction de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de pratiquer comme méthode? Merci beaucoup. De rien. Alors, si j'ai bien reconnu, c'était Hajar, c'est ça? Oui. Notre ami Marrakech. Voilà. Ah, on connaît les voix, c'est ça. Mes salutations de Marrakech. Ah là là, quel bonheur. Arrêtez, vous allez me faire baver de cette belle ville de Marrakech que j'adore. Alors, pour répondre à votre question, et puis parce qu'on se connaît, parce qu'on a eu l'occasion de se côtoyer cette année par rapport à vos études à l'université, pour moi, la bonne façon de calculer, enfin, je ne sais faire que ça d'ailleurs, c'est calculer à partir donc des variations dioptriques, entre autres donc du test des variations dioptriques, et que j'instrumentalise avec l'analyse graphique des variations dioptriques. On l'a vu un petit peu ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de développer, eu égard aux conditions sanitaires. On n'a pas pu faire donc de TP, surtout de TD, pour s'entraîner à cela. Mais pour moi, c'est la méthode qui est la plus, enfin, que je connais, que je pratique, que j'ai toujours pratiqué d'ailleurs, voilà, et dans laquelle je me sens confortable. Je ne vous parlerai même pas d'une autre méthode parce que je ne sais faire que ça, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, mais je pense que c'est assez fiable. Bien entendu, il faut remettre tout ça dans le contexte du bilan visuel. Là aussi, je crois vous l'avoir dit, que ce soit donc à l'université ou dans les webinaires qu'on a fait, il me paraît très, très important donc, de faire un bilan visuel, de ne pas faire un truc, je dirais pas vite fait, bien fait, parce qu'après, ça semblerait un petit peu péjoratif. Mais la seule façon, c'est de s'apesantir, quand même, d'approfondir un bilan. Et c'est en approfondissant qu'on arrive à comprendre. Donc, après, quand on a toutes les pièces du puzzle, ça permet de mieux choisir son addition. Oui. Merci beaucoup, monsieur. De rien, de rien. Avec plaisir, Aja. Autre question, s'il vous plaît? Bien, bien. Bah, écoutez, je vous remercie encore. Voilà, nous vous remercions encore. Et puis, on va terminer sur cette belle image ici, parce qu'on voit donc Marc Bullimore, qui est notre prochain intervenant. Voilà, et aussi, je pense qu'on va se régaler. On va rester dans le sujet de la myopie. Hein, voilà. Et voilà, on prolonge donc la discussion, les réflexions, et j'allais dire les festivités dans une semaine. Parfait. Donc, je vais conclure. D'abord, je remercie notre ami René Combe pour cette belle présentation et pour avoir conclu en quelque sorte en 3 parties une thématique très intéressante qui va continuer à être traitée par d'autres auteurs, d'autres orateurs. Nous allons aussi nous concentrer dans quelques temps sur la sécheresse oculaire. Ça va être une thématique assez intéressante. Et probablement aussi sur tout ce qui est matériaux aussi hydrogène. Donc, je vous remercie vivement et je vous souhaite une agréable fin de semaine pour les gens qui ne sont pas encore en week-end et pour les gens qui vont entamer le week-end, un excellent week-end. Et puis, à la prochaine. Et merci beaucoup pour votre présence
et votre soutien et support constant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Avec Au plaisir. revoir. Au revoir.